Dumping, c'est une expression que l'on entend de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est quand le problème de l'autre devient le nôtre. Quelle est la bonne distance? Comment s'en préserver tout en aidant le mieux possible les autres? Eh bien, on va en discuter aujourd'hui. Emmanuel Julliard, trauma dumping, c'est encore un terme anglais, ça. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, zut, à la télévision française quand même. Alors, en plus, le mot trauma est peut-être un petit peu fort, mais oui, ça fait... Voilà, trauma dumping, c'est le trauma qui saute d'une personne à une autre. Alors, le terme est catégorisé comme ça, donc on va en parler comme ça, mais c'est vraiment le fait que quand une information peut être angoissante, pas très, très agréable, qui ne nous appartient pas, peut tout à coup nous inquiéter, nous faire nous sentir moins bien. Et c'est notamment beaucoup le cas avec l'hyperconnexion sur les réseaux. Alors évidemment, il n'y a pas de va des rétro satanas sur tout ce qui est écran, ordinateur, etc. D'ailleurs, là, on est à la télévision, ça serait quand même malvenu. Et on va parler des écrans qui peuvent être positifs, bien évidemment. Nécessaire. Mais là, ça veut dire que, en gros, dumping, c'est un peu le déversoir. Donc, je ne vais pas bien, je vais raconter mon mal-être sur les réseaux et je vais aller alerter tous ceux que je connais. Exactement. Alors, on voit ça beaucoup sur Instagram, où les gens en direct vont... parler de leurs inconforts de vie, voire carrément de leurs idées suicidaires ou de ce genre de choses. Et puis après, ce qui est plus vu en consultation, c'est tout ce qui concerne l'actualité, où le fait de voir l'actualité commence à stresser l'enfant ou l'adulte. D'ailleurs, au moment du confinement, on avait des chiffres qui défilaient sans arrêt, et même ceux qui n'étaient pas trop stressés commençaient à être moins bien. Et puis, il y a les réseaux sociaux le soir aussi, où dans les groupes WhatsApp, Discord, etc. Il y a des informations qui circulent. Les gens se livrent sur sur des difficultés de la journée. Et là, du coup, les copains commencent à paniquer, à se dire zut, elle va pas bien, il va pas bien, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, endommager notamment le fait de pouvoir partir dans le sommeil de manière plus apaisée. Mais là où on pourrait finalement dire que c'est plutôt positif de pouvoir se livrer et dire ça ne va pas, c'est un appel à l'aide quelque part, là c'est plutôt du côté de celui qui reçoit cette information. C'est ça. On se place. Et effectivement, celui qui reçoit l'information n'est pas thérapeute, ne peut pas forcément agir, peut aussi avoir peur de ne pas dire les bons mots ou sembler agacé, bref, ne pas avoir une attitude appropriée. Et là, dans ces cas-là, il se retrouve complètement otage de ce que vit l'autre, sans pouvoir rien faire, et ça peut être très, très angoissant. Notamment quand on a en plus un lien affectif avec la personne qui vit. Mais ça, finalement, on le fait même en dehors des écrans. C'est lorsqu'une amie vient nous voir et nous dit ça ne va pas du tout et que ça peut durer pendant des heures et des heures, on peut recevoir cette mauvaise énergie, entre guillemets, aussi. Oui, là, c'est tout à fait juste de le poser. La différence, c'est qu'on est vraiment tout seul. On est tout seul à recevoir des informations sur lesquelles on a assez peu finalement d'informations justement. On n'a pas le contact visuel, on n'a pas l'intensité de l'émotion. Il y a des émoticônes, il y a des mots qui peuvent être dits de manière très forte. Moi, quand je reçois un SMS où il y a marqué je suis en larmes, ce mot-là pour moi, être en larmes, c'est vraiment il y a un tsunami émotionnel. C'est après chacun les mots des uns et des autres. Ça dépend ce qu'il y a derrière l'intention du mot. Mais quand on reçoit un SMS ou un message, c'est difficile, on ne peut pas vraiment discuter finalement. Et là, on se retrouve coincé avec notre propre émotion qui est peut-être complètement décorrélée de l'émotion de l'autre. Parfois, une fois qu'on a dit que nos parents nous faisaient suer ou que notre mari nous faisait suer ou je n'en sais rien, on l'a dit et puis ça va beaucoup mieux. Et là, l'autre, il se retrouve sans moyen de pouvoir agir en pensant que l'autre est en danger. Donc c'est la différence entre l'empathie et le trauma. Comment est-ce qu'on peut faire cette différence-là? À partir de quel moment on va dire que ça devient négatif? C'est peut-être justement quand il y a trop d'empathie et quand on prend le problème de l'autre. C'est vraiment ce truc-là. L'empathie, c'est de pouvoir compatir avec la personne, être touché, mais en gardant une certaine distance. Là, ça convient en disant c'est pas mon problème, mais ça me touche que toi tu aies ce genre de choses. Par contre, le trauma dumping, c'est vraiment tu as un problème et je me sens investie
de pouvoir résoudre ton problème. De trouver la solution. Et là, malheureusement, c'est souvent pas possible. Et du coup, ça, vous disiez, on dort moins bien, on a des symptômes de fatigue chronique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'énervement, on voit beaucoup de personnes qui peuvent être assez tendues. Et effectivement, le truc principal, c'est les retards de sommeil et la mauvaise qualité de sommeil. Parce que, et notamment chez les ados, mais aussi chez les adultes, il y a cette idée de maintenir le lien avec la personne qui va pas bien. Donc, déjà, on commence à gruger un peu sur nos horaires où on se dit non, j'arrête le téléphone à telle heure. Bah oui, mais l'autre va pas bien. Donc, du coup, je continue. Alors, je peux gruger un peu sur mes temps d'écran. L'autre continue à être en relation. Et puis, ça continue tard dans la nuit. Ça s'entretient aussi, parfois, sans qu'il puisse y avoir une solution efficace. Ne plus oser éteindre le téléphone au cas où. De peur que l'autre ait besoin de nous. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces ados ? Alors, c'est aussi de faire attention, on n'est pas psy quand on est ado. On peut dire qu'on est vraiment en empathie, tu sais, je suis avec toi. Et puis, ce fameux, je te jure, je suis là pour toi. Et demain, on en reparle. On trouve un moment vraiment convivial où on peut, convivial, ou en tout cas en empathie, où on peut en parler ensemble, que ça soit constructif. Et je suis là pour toi. Et on verra ça demain. Qui est quelque chose qui est beaucoup dit en thérapie quand les gens sont en extrême difficulté. Dire demain est un autre jour et je suis là aussi demain pour toi. Et puis après, trouver des moyens de consulter effectivement. Il y a plein de numéros anonymes aussi où on peut appeler, y compris tard le soir. Et ça, c'est super important. Le fameux SOS Amitié qui est très mal décrié dans Le Père Noël est une ordure. C'est des gens extraordinaire, admirable. Il y a plein de numéros autour du harcèlement, les enfants en difficulté, les femmes aussi en difficulté. Il y a vraiment énormément d'endroits où on peut parler même la nuit et ça peut être une solution pour pas se retrouver avec le problème chez soi et pas pouvoir rien faire, de pouvoir dire écoute, tiens, il y a tel numéro qui a l'air de pouvoir répondre à ta question. Ouais. Donc dire je suis ton ami mais pas ton thérapeute quand on a 15 ans, c'est ça? C'est pas facile, hein? Oui, alors on peut le dire un petit peu différemment, ça peut être un petit peu cash sinon, mais... Je résume, hein, c'est pour ça. Non, mais on est d'accord. C'est effectivement de dire, voilà, et puis c'est surtout, je suis pas thérapeute, donc du coup, je vais pas pouvoir bien t'aider, je vais te faire quelque chose qui va être peut-être même contre-productif. Donc, je te promets, je suis là demain, mais je suis là plutôt pour aller boire un café, te remonter le moral. Et il y a des gens qui sont formés pour les choses plus graves. Donc, principal conseil, c'est remettre au lendemain et éteindre son portable. Il y a un moment où il faut se déconnecter. Pour pouvoir être en forme, pour aider son pote le lendemain, en plus. Et alors, vous, dans votre cabinet, vous sentez qu'il y a ce problème qui est de plus en plus important? Oui. Alors, on voit de plus en plus ce genre de choses, notamment avec le confinement où on a tous été plus exposés aux réseaux sociaux. Il y a des enquêtes qui ont été faites et 50% de la population dit qu'il a une consommation beaucoup plus importante d'écran qu'avant le confinement. Donc, effectivement, les limites, parce qu'on devait bosser, il fallait bien s'occuper aussi en dehors de nos occupations de loisirs actuellement. Avec les enfants, on a fait un peu babysitting iPad. On est tous passés par là. Mais forcément, quand on a quand on a une visio et qu'avec le chef et qu'il y a les enfants à côté qui sont petits, enfin bon, voilà. Mais effectivement, on voit beaucoup ça depuis le confinement, où du coup, il y a plus ce truc d'arrêt d'écran. Les enfants ont eu des horaires un peu plus flexibles. Et puis, on voit beaucoup d'addictions aux écrans. Donc, revenir sur les règles de base et les redéfinir finalement. On va dire que, entre guillemets, on est en train de sortir de cette crise, alors autant remettre les choses pour repartir sur de bons rails. Je rappelle votre livre, Emmanuelle Julliard, Enfants, ados, moments difficiles, solutions faciles. Donc là aussi, vous donnez quelques conseils justement pour remettre ces règles en route à la maison. Si vous voulez quelques conseils, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Merci beaucoup. Merci. On va les retrouver